Dessine-moi une école. Imaginez un instant. Votre enfant rentre de l'école, le cartable lourd, les yeux un peu fatigués. Mais ce soir, il ne soupire pas. Il sourit. Il sort des cartes colorées, il manipule, il s'amuse. Et soudain, les mots, les chiffres, les idées s'envolent, légers comme un ballon. C'est ça la pédagogie montgolfière. Une manière d'apprendre qui transforme les devoirs en aventures et redonne la joie d'apprendre. Dans Dessine-moi une école, le podcast de la Fondation pour l'école, nous recevons aujourd'hui Flavie Labarrère, mère de famille, enseignante et formatrice, pour découvrir comment cette pédagogie peut inspirer vos enfants à l'école et à la maison. Prêts à embarquer ? Alors c'est parti. Bonjour Flavie. Bonjour Florence. Alors avant de nous livrer vos 3 conseils pratiques liés à cette pédagogie montgolfière, pouvez-vous nous dire comment est née cette idée qui change le quotidien des enfants ? Eh bien, cette idée est née en 2020. Je rencontre Albéric de Serran qui vient de créer le cours des frères montgolfiers en Seine-Saint-Denis et je rejoins immédiatement l'équipe parce que je trouve le projet d'une simplicité extraordinaire et très enthousiasmant pour les enfants. Et alors le mot montgolfière, ça évoque le voyage, l'élévation, la légèreté. Pourquoi ce nom et en quoi résume-t-il votre pédagogie ? Alors, il se trouve que dans le premier conseil d'administration siégeait Guillaume de Montgolfier et que dans la famille montgolfière, eh bien, si je demande les frères, il y avait effectivement Joseph et Étienne qui ont réalisé le rêve d'Icare, qui ont permis la création de la première montgolfière. Et nous aimions cette idée pour 2 raisons. La première, c'est qu'effectivement, nous avions renommé nos classes par des parties ou des choses qui faisaient référence à la montgolfière. Donc, le CP, CE1 était la pelouse parce que voilà, on n'avait pas encore beaucoup de recul et de hauteur sur les choses. Puis le CE1, le CE2, CM1, pardon, se nommait la nacelle. Il y avait ensuite, à chaque fois en double niveau, le foyer et enfin le ballon pour les plus grands. Et puis, l'autre petite chose, c'est que, eh bien, il faut savoir que les frères montgolfiers étaient à la base autrefois une famille de papetiers. Et que c'est ensuite la famille Canson qui a repris l'entreprise familiale, mais que nous aimions parce que c'est une pédagogie aussi qui prône le zéro photocopie, mais nous aimions le fait d'avoir ce rappel de l'importance du papier, de l'écriture, du geste et de l'utilisation donc de ce beau matériau qu'est le papier. Et alors, si vous deviez expliquer à un parent en une phrase simple ce qu'est cette pédagogie montgolfière, et ce qu'elle apporte de plus à son enfant ? Ce n'est pas chose aisée, mais je dirais que la pédagogie apporte déjà de la structure par ses solides fondamentaux et que parallèlement, elle donne du sens aux apprentissages académiques. Donc en fait, elle a pour vocation de placer le concret et le réel au cœur des savoirs. D'accord. Et donc vous l'avez qu'est-ce qui vous a plu à vous dans cette pédagogie quand vous l'avez découverte au cours montgolfier ? Alors, ce que j'ai apprécié en tant qu'enseignante et en tant que parent, c'était sa simplicité d'utilisation, c'est-à-dire que les choses sont très structurées. Les manuels que nous proposons sont tous découpés par semaine, donc une semaine égale une nouvelle notion. Et puis, ce qui m'a également plu, c'est qu'on reprenait d'année en année, on incrémentait les notions qui avaient été vues pour que l'enfant puisse revoir 5 fois dans son passage au cours du primaire toutes les notions. Et bien sûr, parce qu'on a aussi vu une programmation d'ensemble, éviter que l'enfant puisse voir par exemple 3 fois le COI avant la fin de son CM2, mais qu'il n'ait pas vu une seule fois ce qu'était un complément d'objet second ou un complément d'attribution. Donc finalement, c'est la répétition, donc année après année, de choses simples au CP que vous revoyez l'année suivante de façon plus détaillée. Exactement. Donc une formation structurée, mais le petit plus de la pédagogie montgolfier, bien sûr, c'est de donner le sourire aux enfants. Et alors comment donnez-vous le sourire aux enfants ? Voilà, qu'ils viennent avec l'envie d'apprendre et une curiosité palpable. Alors très concrètement, le lundi matin,
l'enseignant ou pour les parents qui font instruction à la famille ou pour les parents qui voudraient se prendre au jeu de cette pédagogie, eh bien, nous annonçons un thème. Donc, le lundi matin, l'enfant arrive les yeux écarquillés en essayant de savoir avant les autres camarades quel sera le thème qu'il aura pour la semaine. Et ce thème est annoncé donc en général avec toute l'école réunie parce qu'il a la particularité, bien sûr, d'être spécifique à chaque classe, mais en même temps d'avoir un lien commun entre toutes les classes. Par exemple, si j'annonce à mes CP qu'ils feront le thème cette semaine du cheval, eh bien, les CE1, CE2 verront l'équitation et puis les CM1, CM2, la police montée, par exemple. Ou si c'est l'avion, et pour les petits, eh bien, ce sera peut-être le thème de pilote de chasse pour les plus grands, et puis les CM verront la patrouille de France. Voilà. Intéressant. Alors, vous imaginez qu'il y a des thèmes qui font toujours plus plaisir. Le chocolat, en général, procure un grand sourire sur les lèvres de nos enfants. Mais de manière très paradoxale et inattendue, c'est parfois les thèmes les plus rebutants le lundi matin qui enchantent le plus nos élèves le vendredi, lorsque la semaine est finie. Et alors, avez-vous un exemple à nous décliner alors? Oui, bah écoutez, alors j'en aurais plusieurs, mais il y en a un qui était assez marquant. C'était les meubles anciens qui, a priori, n'inspiraient pas trop nos élèves en ce lundi matin. Je pense même qu'ils regrettaient peut-être d'être venus nous retrouver. Mais finalement, ils ont terminé... alors, comme toutes les semaines, en fait, le thème est annoncé. Et puis, on essaie de décliner, puisque le but, c'est de faire sens. On essaie de décliner autant que possible tous les apprentissages sur ce thème. Donc, la dictée était sur le thème, dictée d'auteur, bien sûr. La poésie de mémoire, je crois que c'était le buffet de Rimbaud. Le cours de sciences peut également être sur le travail du bois, sur le bois, les différentes essences. Et puis, moi, j'avais dû apporter quelques outils de menuisier, des ciseaux à bois, etc. Et le vendredi, nous terminons toujours la semaine par soit des travaux pratiques, soit par l'intervention d'une personne extérieure, soit par une visite quand les conditions le permettent. Et nous n'étions pas très loin de Drouot, donc nous avons emmené nos élèves à Drouot. Et l'après-midi s'est terminé par un commissaire-priseur qui a laissé nos élèves animer une vente. Et ça a été une vraie vente. Et les élèves étaient aux anges. Voilà. Très bien. Et donc ça pour toute l'école? Alors voilà, après chaque école décide est-ce que la sortie se fait pour tout le monde. Ça peut être des sorties un petit peu plus... quand c'est des sorties importantes, voilà, ça peut être toute l'école qui est conviée. Quand on a un intervenant de prestige et qui a des choses incroyables à nous raconter, on peut aussi réunir l'école. Mais après, chaque enseignant peut aussi décider de faire spécifiquement avec sa classe ou chaque parent avec son enfant quelque chose qui fera sens pour lui. Et alors, donc, les parents nous demandent souvent, c'est très bien la créativité, mais comment, dans votre pédagogie, comment vous abordez les bases, lire, écrire, compter? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour la pédagogie montgolfière? Bien sûr, oui. Ça fait partie intégrante de la pédagogie et de ce que l'on souhaite transmettre aux enfants. Pour ce qui est des apprentissages académiques, on essaie de faire en sorte pour qu'ils soient donnés le matin, parce que l'enfant est quand même particulièrement réceptif à ces apprentissages-là. On prône le stylo-plume des CP, la manipulation, bien sûr, en mathématiques, une méthode syllabique en lecture. Et puis, on propose, et on a aussi rédigé certains de nos manuels, de manière à ce qu'ils soient très structurés, c'est-à-dire qu'on retrouve des choses qui vont permettre à l'enfant tout simplement de se structurer lui-même, d'acquérir des automatismes. Et ça, comment on peut le faire aussi concrètement? Tous les matins, quand l'enfant arrive, eh bien, il a un cahier de restitution unique. Et tous les matins, il a une petite restitution très courte, 4-5 questions, très rapides, mais qui vont permettre à l'enfant, aux parents qui aura ce cahier de restitution à chaque fin de semaine, et à l'enseignant de voir si la notion est acquise. On ne passe pas une nouvelle notion sans s'assurer que les prérequis sont là. Et donc, ces petites restitutions quotidiennes pourraient paraître un peu austères en se disant pauvre enfant, il attaque sa journée avec son cahier et sa marge et écrire la date et le nom de la matière qui va être aujourd'hui restituée. Mais non, l'enfant, il prend goût, la restitution devient quelque chose de banal, ça fait partie du quotidien. Autrement dit, le jour où il se retrouve à devoir faire des
des contrôles, des devoirs sur table, rien de plus logique pour lui. Et ça nous permet à nous adultes de voir exactement où l'enfant en est et de ne pas laisser d'écueils ou d'écarts ou de manquements s'installer. Donc cette restitution, c'est sur la matière qui va être étudiée le matin ou Voilà, ça peut donc être sur tous les éléments qui ont été vus la veille? en général, le lundi, c'est la restitution de français, mardi, mathématiques, jeudi, ce sera plus spécifiquement histoire et géographie, et le vendredi, la science. Voilà. Après, on accompagne les écoles dans cette mise en place, mais le but, c'est d'avoir des jours dédiés spécifiquement à une restitution pour que l'enfant ne soit pas pris au piège et que voilà, et que les révisions soient tout à fait soutenables. Et est-ce que c'est un cahier qu'ils prennent goût à regarder et à relire ou c'est juste le matin, on prend la plume et en avant? Eh bien, ce cahier, on s'en sert pour montrer à l'enfant les progrès qu'il a fait. Et ça, on n'hésite pas à prendre des pauses dans l'année, à un moment, d'appeler l'élève et de lui dire, voilà, regarde ton cahier, tu te rends compte, tu n'arrivais pas à tirer une marge, tu n'étais pas capable de bien former tes lettres. Regarde aujourd'hui, regarde la propreté. Il n'y a plus d'encre qui bave. Et ça, pour l'enfant, qu'est-ce que c'est Enfin voilà, ça le construit. Ça le construit. Et en termes d'estime, il gagne énormément. Puis il voit là les progrès palpables qu'il a fait. Ça, c'est un cahier sans notation. Alors, on propose de noter parce que ça fait beaucoup de notes et que du coup, on apprend à l'enfant que s'il y a une mauvaise note, elle se noie dans le lot et que ce n'est pas grave. On a le droit de tomber et on se relève la fois d'après. Et alors, quel progrès avez-vous pu observer sur les enfants en difficulté? Est-ce que c'est une méthode adaptée pour les enfants qui ont des troubles de l'apprentissage? Alors, on l'a développé, cette école, pour les enfants qui avaient des profils particuliers. C'est-à-dire que lorsqu'on a ouvert cette école pilote à Noisy-le-Grand, eh bien, nous avions vocation à accueillir justement les enfants qui avaient des troubles de l'attention, donc TDAH, hyperactifs aussi, HPI, et bien sûr les enfants dyslexiques et autres 10, puisque cela fait partie du paysage aujourd'hui de nos écoliers, et que nous avions vraiment à cœur d'utiliser les intelligences multiples, de faire en sorte que l'enfant puisse voilà, se reposer effectivement sur des savoirs académiques, écrire, restituer, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi dans nos apprentissages, insister sur faire sens, donc avec ce thème qui vient lier tous les apprentissages. Et puis, dès qu'on peut le faire, la leçon de choses, bien évidemment, ne pas hésiter à acheter une pomme si on étudie la pomme. En géographie, dans les livres que j'ai conçus, eh bien, il n'y a pas de cours sans carte, mais la carte, c'est l'enfant qui l'a fait. Donc, bien sûr, le contour de la carte de France peut être un petit peu hésitant en CP, mais pour avoir également enseigné au collège dans le public, eh bien, je peux vous dire que les cartes de mes CP de fin d'année étaient plus belles que certaines cartes que j'ai pu avoir au collège. Donc voilà, l'entraînement, la manipulation, et puis voilà, se servir de la main comme outil principal. La main. Et alors pour les enfants qui, eux, apprennent vite, est-ce qu'ils y trouvent leur compte aussi? Alors pour eux, autant dire que le fait que les choses soient structurées leur permet d'aller très vite et très loin, puisque finalement, le cadre est posé. Et que ce soit pour, par exemple, des récitations, pour des apprentissages, vu que nos manuels sont spiralaires, c'est-à-dire que, par exemple, en histoire, nous travaillons avec Critérion. Vous avez en général la même leçon qui va être incrémentée d'année en année. Il y a un élève qui a une très bonne mémoire et qui comprend très bien, qui va vite et qui a besoin d'être nourri parce qu'il est ainsi constitué. Eh bien, rien n'empêche de lui donner la même leçon, mais au lieu de lui donner dans le livre de CE1, lui proposer cette leçon dans le manuel de CE2 parce qu'il en aura besoin. Donc pour eux, effectivement, la pédagogie permet de très facilement s'adapter au profil de l'enfant, avec peu de changements pour la maîtresse. D'accord. Et alors là, vous avez parlé d'un ouvrage de géographie que vous avez conçu et d'autres livres de Critérion. C'est-à-dire que vous avez toute une base de livres. Qu'est-ce que c'est exactement que vous proposez? Oui, voilà, exactement. On propose des manuels, donc voilà, ça, on peut les référencer auprès des personnes qui seraient intéressées. Mais ce sont des manuels, alors pour certains que nous avons écrits parce que nous ne trouvions pas forcément ce qui faisait écho à la pédagogie que nous avions mise en place. Donc, c'est notamment les manuels de français et de géographie qui ont été rédigés par des personnes de la pédagogie. Mais en histoire, nous travaillons avec Critérion, en mathématiques, Grip ou Scolae. Et puis, voilà, il y a aussi des éditions CED qui bientôt vont
vont produire un ouvrage également avec une personne de l'équipe, donc en mathématiques. Donc voilà, le but, c'est qu'à chaque fois, on ait des manuels très structurés pour que les parents sachent ce que la maîtresse a fait la semaine précédente, ou ce qu'eux ont fait s'ils sont en instruction en famille, sachent également ce qui va être fait la semaine suivante, que les parents puissent aider leur enfant à la maison, ça c'est extrêmement important, parce que parfois, on se retrouve avec des cours photocopiés ou donnés par l'enseignant, mais on ne sait pas forcément quelle est la programmation annuelle et les parents sont un petit peu dans le vague pour suivre leur enfant. Là, il n'y a pas de surprise. Les choses sont claires, elles sont renseignées. S'il y a besoin de revoir quelque chose, on sait ce qui a été fait et on peut revenir dessus facilement. D'accord. Et alors, à quoi ressemble une semaine type dans une école ou une classe montgolfière? Alors, la semaine type, je vous l'ai déjà dit, mais elle commence le lundi matin avec une grande curiosité. Puis l'annonce des thèmes qui vont être déclinés selon les niveaux plus Donc par le directeur ou par chaque maîtresse ou maître? Alors ça, c'est selon l'école. Exactement. Voilà, parfois c'est le directeur, mais en général, les maîtresses aiment aussi annoncer pour leur classe. Et puis, on arrive en classe et on sort le cahier de restitution. Le fameux. Et voilà. Et puis, ça permet déjà donc le matin de poser un petit peu, de voir ce qui a été compris, ce qui n'a pas été compris. Et le lundi est spécifiquement dédié au français. C'est-à-dire qu'on fera bien évidemment du calcul mental, des mathématiques, autres. Mais la nouvelle notion de français sera introduite ce jour-là. Et puis, comme tous les après-midi de la semaine, ce seront des matières consacrées plutôt leçons d'éveil, matière artistique, le projet, si on est sur un projet théâtre, et bien évidemment, on travaillera sur ce projet. Donc, voilà un petit peu pour ce qu'il en est du lundi. Le mardi, c'est plus spécifiquement consacré aux mathématiques. Donc, il y aura la restitution de mathématiques suivie de la nouvelle notion de la semaine. Le jeudi, histoire, géographie. Le vendredi, sciences. Et puis, voilà, l'anglais est également incorporé là-dedans. Ensuite, on peut ou non aider les parents, la maîtresse à faire l'emploi du temps. Mais voilà. Et bien sûr, le vendredi après-midi est banalisé puisqu'il est consacré entièrement à ce thème qui aura été vu et travaillé pendant la semaine en sciences, en géographie si on le peut, en histoire si c'est possible, dans le projet, parce qu'il peut y avoir une thématique sur Tchaïkovski ou peu importe, voilà. Alors, quand même, vous pouvez nous en raconter une autre? Vous nous avez parlé des meubles anciens. Est-ce qu'il y a une autre semaine à thème qui pourrait être racontée à nos auditeurs? Qui pourrait être racontée, bien sûr. Alors, les thèmes, en général, on les propose aux écoles ou aux parents. Et c'est parfois les thèmes les plus rebutants qui vont nous pousser à sortir un petit peu des sentiers battus et à nous surpasser pour ce fameux vendredi après-midi. Et voilà, je pourrais vous citer parmi ce qu'on a fait, mais des dégustations chez le chocolatier qui avaient enchanté nos élèves, une promenade sur le marché parce que le thème était les poissons d'eau douce et poissons d'eau de mer. Et on était allé voir le poissonnier et les enfants étaient aux anges de toucher les sèches et d'avoir plein d'encre sur les mains. Mais ça peut être aussi l'intervention d'un dresseur canin avec des enfants qui avaient très peur des chiens et qui ont renoué avec la race canine grâce à cette intervention. Le témoignage d'un chasseur alpin aussi qui avait hypnotisé nos élèves. Et puis qui peut aussi leur donner un goût déjà, ou en tout cas une réflexion sur un métier plus tard, sur une vocation, parce qu'on on a la chance aussi de côtoyer chaque semaine des personnes passionnées, ou en tout cas de travailler sur des thèmes qui ont aussi pour but de leur faire découvrir le monde. Et donc, dans l'introduction tout à l'heure, nous assistions à l'arrivée d'un petit enfant qui est rentré d'une classe montgolfière et qui était émerveillé. Qu'est-ce qui change vraiment à la maison pour les parents dans la relation qu'ils peuvent avoir avec leur enfant et dans la relation que l'enfant a au travail? Alors, je dirais que l'enfant va forcément parler du thème, en tout cas le parent va le questionner, j'imagine, sur le thème de la semaine. Et c'est déjà un point d'ancrage dans le réel, mais aussi, c'est l'opportunité de nourrir une conversation. Et
je peux partager, moi, en tant que parent, ce que je connais de ce thème. Puis j'ai envie de transmettre à mon enfant ce que je connais de ce thème. Donc, si c'est un thème qui me passionne, eh bien, j'en profite, je saute dessus. Et puis, les enfants sont toujours fiers d'apporter. On avait fait la gendarmerie. Et puis, une de nos élèves avait papa qui avait été gendarme. Donc, elle nous avait ramené le képi, etc. Donc, les enfants ont aussi à cœur de partager ce que leur famille va leur apporter sur ce thème. Donc, c'est vraiment une occasion d'échange. Et puis, ce qui est appréciable, c'est qu'en tant que parents, on sait ce que nos enfants font. La pédagogie est structurée et le fait, par exemple, de ramener chaque semaine ce petit cahier de restitution, eh bien, il n'y a pas de piège ou de mauvaise surprise à la fin du trimestre. On se dit « Ah là là, mince, telle matière a été mal comprise ou abandonnée par mon enfant. » Non, là, quasiment au jour le jour, on peut voir ce qui ne va pas. Et donc, rattraper l'enfant et aider l'enfant, venir le chercher là où il en est. Très bien. Alors, avant d'écouter vos conseils pratiques pour les parents, à la Fondation pour l'école, donc nous avons un institut de formation des maîtres et nous insistons beaucoup sur la liberté des professeurs. Alors, ils ont besoin de cette liberté pour enseigner. Est-ce que votre pédagogie permet de rester libre de ses choix et d'avoir une amplitude intéressante pour travailler ? Oui, ça c'est quelque chose qui nous tenait particulièrement à cœur, c'est-à-dire que nous ne proposons pas de guide du maître où on explique comment la séance doit se dérouler. La liberté pédagogique est entièrement laissée à l'adulte qui va transmettre le savoir. Voilà. Nous, on essaie de soulager le maître, on essaie de soulager le professeur en lui proposant une programmation, en s'assurant que toutes les notions étaient balayées du CP en CM2. Et puis en apportant aussi cette coloration qui va bien évidemment porter l'élève à explorer, à découvrir, à voyager, et donc être enthousiaste dans son apprentissage. Mais on ne veut pas toucher à la liberté pédagogique de l'enseignant qui lui appartient. C'est-à-dire que l'enseignant abordera les fractions ou tel thème de français, enfin telle approche grammaticale, telle qu'il le souhaite. D'accord. Oui, et puis par ailleurs, finalement, on voit que cette innovation a pu naître grâce à la liberté qu'offrent les écoles libres, dites hors contrat. Et on voit comment ça se traduit chez les enfants, quoi. C'est vraiment tout à fait. C'est grâce aux écoles libres que cette pédagogie a vu le jour. Oui, tout à fait. Alors, Flavie, est-ce que vous avez des petits conseils à offrir aux parents après l'expérience que vous avez de cette pédagogie montgolfière? Alors écoutez, si je pouvais partager quelques conseils, ce serait effectivement d'apprendre toujours dans la bonne humeur, avec l'enthousiasme qui permet à nos enfants d'ouvrir, j'en reparlerai peut-être après, mais les 5 seules portes qui leur permettent de découvrir et d'appréhender le monde, c'est-à-dire les 5 sens externes. Donc de toujours les ouvrir avec une bonne humeur, parce que c'est à nous, parents, enseignants, d'être garants de la manière dont l'enfant va ouvrir ces 5 portes-là. On ne peut pas y faire rentrer n'importe quoi, on ne peut pas leur faire écouter n'importe quoi, voir n'importe quoi. Donc voilà, toujours faire les choses avec enthousiasme et joie. Et ce que je pourrais proposer, par exemple, c'est d'aller dans un musée et de regarder une œuvre pour le simple plaisir de la regarder et de la contempler, sans toujours lire les explications qui permettent d'avoir une autre approche, mais de passer un moment de contemplation. Alors ça peut être aussi quelque chose de la nature. Je crois que c'était Valérie Daubigny qui conseillait aux étudiants futurs maîtres de regarder un peu de ciel chaque jour. Voilà. Et puis, un autre conseil pourrait être celui de proposer à son enfant de faire découvrir, je ne sais pas moi, un auteur, un peintre, un thème, une passion, mais que la famille ne connaît pas ou qu'il ne connaît pas, et de le faire découvrir à la famille, parce que là, l'enfant va devoir faire une petite recherche, il sera mis en valeur, écouté, il aura son moment à lui, pourquoi pas un dimanche après le déjeuner, et voilà, il va s'emparer de ce savoir et le transmettre. Et voilà, énoncer, restituer font partie des apprentissages, en tout cas des méthodes d'apprentissage fondamentales, et c'est quelque chose qui peut être fait avec votre enfant.
Et puis, on peut aussi proposer à l'enfant d'inventer des histoires. Voilà, quand on marche dans la nature, dans la forêt, partons d'une petite bestiole que l'on a vue et puis laissons l'enfant nous raconter la suite et la fin de l'histoire. Ou faire un concours d'écriture. Récemment, notre fille nous a proposé d'écrire un petit texte d'ici Noël. Donc, il va falloir que... Voilà. Mais explorer en famille et puis travailler notre imagination, toujours en faisant attention à bien ouvrir les 5 portes et à y mettre du beau. D'accord. Et comment faire pour faire travailler les parents et l'école de concert? Parce que finalement, donc, la pédagogie permet d'avoir une belle progression et d'avoir une cohérence d'école. Et comment est-ce que vous liez l'école et la maison? Eh bien, alors le professeur est tenu de communiquer via, peu importe, soit à l'oral, mais en tout cas, voilà, le thème de la semaine. Les parents, eux, en général, c'est quelque chose qui est très apprécié, mais ont le devoir de signer ce fameux cahier de restitution toutes les semaines. Puis ensuite, les parents peuvent être bien évidemment amenés à participer à ce projet, c'est-à-dire que si parmi les thèmes, l'enseignant a besoin d'une personne et que parmi les parents, eh bien, il y a cette personne pour intervenir, ou je sais que souvent, voilà, il y a aussi les pompiers, qui est un thème qui passionne les enfants. Bon, voilà, un papa qui était pompier nous a invités dans la caserne. Et on propose aussi aux parents de venir, d'aider, de participer. Dès qu'il y a un thème sur la cuisine, eh bien, les parents se montrent toujours disponibles pour venir aider et partager leur talent culinaire. Alors Flavie, notre émission touche à sa fin. Si vous deviez résumer en une seule phrase ce que la pédagogie montgolfière apporte aux enfants, que serait-elle? Eh bien, je dirais que c'est une pédagogie qui donne le goût et l'excellence de l'apprentissage à chaque enfant. Voilà, qu'il soit à haut potentiel, avec des difficultés, peu importe son profil, et que c'est une pédagogie qui propose de découvrir le monde, qui essaie de donner du sens au savoir et qui va plonger l'enfant dans le concret et dans le réel. Ça donne envie, hein. Donc, vous pouvez retrouver tous les éléments sur la pédagogie montgolfière sur votre site, sur Internet. Et puis, chers parents, souvenez-vous, l'école peut être un lieu d'émerveillement. Et donc, nous allons nous en inspirer grâce à la pédagogie montgolfière pour nourrir la joie d'apprendre aux enfants. Merci Flavie. Merci beaucoup. Ce podcast vous a été présenté par la Fondation pour l'école, fondation reconnue d'utilité publique. Elle agit depuis 2008 en vue de permettre la réussite de chaque enfant, de contribuer à la qualité du paysage scolaire et d'inspirer les acteurs du renouveau éducatif. Son action passe par le soutien, la formation et la promotion des écoles libres dites hors contrat, appelées aussi indépendantes. Pour soutenir financièrement ce renouveau, rendez-vous sur le site de la Fondation pour l'école, www.fondationpourlécole.org.